Quand mon cousin Cody et moi avions un peu plus de 20 ans, nous avons fait quelques voyages de camping à travers le Colorado. Je pense que ce voyage en particulier a eu lieu quand j'avais 22 ans et Cody 23, dans la forêt de Yarapao. C'était ma première fois à camper là-bas, même si Cody y était déjà allé. C'était en milieu de semaine. Nos emplois nous laissèrent libres ces jours-là, donc nous partions souvent en semaine pour éviter la foule et la circulation. En général, Cody prenait l'initiative pendant ces excursions. Lui, c'est l'Eagle Scout, pas moi. Nous avons garé la voiture près d'une aire de pique-nique et de là, nous avons commencé notre randonnée dans la forêt. Après une quinzaine de minutes, nous sommes tombés sur une jolie clairière et nous avons décidé que ce serait notre campement. Par joli, je veux dire qu'il y avait assez d'espace ouvert pour nos deux tentes, un réchaud portatif et un feu de camp. Nous avons commencé à défaire nos sacs à dos et à installer le campement. Cody montait toujours la tente plus vite que moi. Il arrivait à la monter en quelques minutes. Moi, par contre, je mettais toujours plus de 20 minutes. Ou plutôt, je mettais tellement de temps, je n'ai plus refait de camping comme ça depuis. Ensuite, nous avons construit un cercle de pierre pour le feu et sommes allés ramasser des branches et du bois. Cody avait apporté un briquet et un allume-feu, donc d'une certaine manière, on trichait un peu, mais tant pis. C'était à peu près l'heure du coucher du soleil quand le feu fut enfin allumé. Cody faisait cuire des steaks et des hamburgers sur les flammes. Il en faisait toujours trop avec la nourriture pendant ses voyages. Et comme c'était un excellent cuisinier, je lui laissais tout faire. On avait le spray anti-ours à portée de main, au cas où l'odeur attirerait un ours noir, même si Cody disait toujours que c'était peu probable. Il affirmait toujours que le vrai danger là-bas, ce n'était pas les animaux, mais les gens. Pendant qu'on mangeait nos steaks et nos hamburgers, on a ouvert quelques bières et mis un peu de rock classique sur l'enceinte. Si tu n'as jamais fait de camping, tu ne peux peut-être pas comprendre à quel point un moment comme celui-là peut être parfait, juste toi et quelqu'un que tu aimes bien, en pleine forêt, avec un peu de musique, quelques bières, à se raconter des histoires. Quand la nuit est tombée, on a joué aux cartes sur une petite table pliante qu'on avait apportée exprès. Après quelques jeux classiques, on est passé à Uno, juste quand on a entendu quelque chose dans la forêt. J'ai mis la musique sur pause sur mon téléphone, éteignant l'enceinte. C'est là que c'est devenu clair. Il y avait quelqu'un dehors qui fredonnait et on entendait ses pas parmi les arbres dans la forêt complètement noire. Cody m'a dit de prendre la lampe torche. J'ai essayé, mais quand je l'ai enfin trouvée, les bruits s'étaient déjà arrêtés. J'ai demandé à Cody si on devait s'inquiéter et il a admis que c'était vraiment étrange que quelqu'un soit aussi profondément dans la forêt, surtout en passant près d'un camp éclairé tout en fredonnant à haute voix. Ça me mettait mal à l'aise et on voyait bien que Cody aussi était perturbé. On est retourné jouer aux cartes, mais maintenant la musique était à peine audible. Puis tout à coup, un gros bâton a volé dans notre campement, nous faisant bondir tous les deux. Il n'était pas tombé de nulle part. Il avait clairement été lancé par quelqu'un. Cody a crié quelque chose comme « Qui que tu sois, trouve-toi un passe-temps et va te faire femme en main. » Quelques instants plus tard, on a entendu d'autres pas, cette fois qui s'éloignaient dans les bois. J'ai proposé de démonter le camp et de nous déplacer ailleurs. Cody a dit non tout de suite. Faire ça dans le noir serait trop dangereux. Nous avions tous les deux le spray anti-ours, la chose la plus proche d'une arme à distance que nous possédions. Il m'a dit de le garder juste à côté de moi dans la tente pendant la nuit. Des bruits étranges, des branches qui se cassaient, des mouvements lointains continuaient à venir de tout autour de nous, du genre qu'on n'associe pas à des animaux. Il ne faisait aucun doute que quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes, rôdaient dans les parages. Mais à un moment, il fallait bien dormir un peu. On a donc décidé de faire des tours de garde pour rester éveillés et surveiller le camp, au cas où quelqu'un essaierait de s'approcher ou de faire pire. Cody s'est proposé pour prendre le premier tour. Il a dit qu'il resterait éveillé pour lire. Alors je suis allé dans ma tente, puis dans mon sac de couchage, et j'ai essayé de dormir. Se réveiller pendant la nuit en camping, c'est normal. Le froid, le sol dur, ou simplement l'inconfort du sac de couchage peuvent en être la cause. Donc, au début, je ne savais pas vraiment pourquoi je m'étais réveillé. Mon esprit était encore embrumé, pas totalement lucide. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu une tête qui regardait dans ma tente. Ça ressemblait à Cody. Je me suis frotté les yeux, même si je n'arrivais pas vraiment à distinguer son visage dans le noir. « Cody ?»
ai-je demandé, pensant qu'il venait me réveiller pour mon tour. C'est mon tour? Ai-je murmuré. Je fixais cette tête en me réveillant peu à peu complètement. Puis j'ai entendu la fermeture éclair de la tente se refermer brusquement et la tête a disparu. Je me suis rallongé, mais seulement une seconde. Une soudaine prise de conscience m'a traversé et je me suis redressé d'un coup, écoutant les pas qui s'éloignaient. « Cody » ai-je appelé. Pas de réponse. J'ai ouvert la fermeture de ma tente pour regarder dehors. Le feu était éteint. Cody n'était pas près du feu. Je me suis approché de sa tente. Elle était bien fermée avec la fermeture éclair. J'ouvre la fermeture éclair de la tente et je jette un coup d'œil à l'intérieur. Cody dormait profondément dans son sac de couchage. Une vague de terreur glaciale me traversa le corps, avec chair de poule comprise. La réalisation me frappa comme un coup de poing. Je le secouai immédiatement pour le réveiller. Quand il se réveilla enfin, je lui dis qu'il y avait quelqu'un dans notre campement. Comme moi, il lui fallut un moment pour sortir de sa torpeur. Mais dès qu'il comprit, il attrapa aussitôt le spray anti-ours. Il admit s'être probablement endormi en lisant. Il me dit que je devrais rester dans sa tente pour le reste de la nuit, mais que j'aurais besoin de mon sac de couchage. Alors on est sortis tous les deux, lui faisait le guet pendant que je courais le récupérer dans ma tente. Alors que je l'attrapais, j'entendis à nouveau ce fredonnement venir de quelque part là-dehors. J'ai pris le sac et Cody m'a chuchoté de me dépêcher. Je lui ai demandé s'il l'avait entendu lui aussi et il a répondu oui. On s'est précipité dans sa tente, on a fermé la fermeture éclair et on a gardé les sprays anti-ours à portée de main. À ce moment-là, je jure que j'aurais préféré qu'un ours arrive pour nous sauver. La nuit semblait interminable. Je suis resté éveillé pendant que Cody dormait à côté de moi. Après ce qui m'a semblé être 3 heures interminables et angoissantes, je l'ai réveillé et nous avons échangé les tours de garde. Quand il m'a réveillé à nouveau, le jour se levait. Il y avait assez de lumière pour commencer à préparer nos affaires. On n'a pas perdu de temps. Une fois tout notre équipement rangé, le soleil était assez haut pour que nous puissions retourner à la voiture. Techniquement, on aurait pu conduire ailleurs et camper une autre nuit, mais aucun de nous n'en avait envie. Cette nuit nous avait marqués. On voulait juste rentrer chez nous, loin des bois. Cela fait 6 ans depuis ce voyage, et même si Cody m'a invité plusieurs fois à camper à nouveau, j'ai toujours refusé. Ce ne sont pas les ours ou l'obscurité qui me font peur, ce sont les gens. Pourquoi quelqu'un rôderait là dehors, autour d'un campement, en regardant silencieusement ma tente? C'est digne d'un cauchemar. Honnêtement, je ne sais pas si je referai un jour du camping. Quand mes amis et moi avons loué une maison au bord de la mer en Floride, je ne m'attendais à rien d'étrange. Nous étions 4, entassés dans une petite voiture. La maison était juste sur la plage. Elle se trouvait sur une route avec la baie d'un côté et la plage directement derrière. Certaines maisons étaient énormes, d'autres semblaient plus ordinaires. La nôtre faisait partie des plus simples. Elle avait 4 chambres, parfaites pour chacun de nous. Les maisons étaient assez espacées les unes des autres, ce qui donnait une impression d'isolement. Pendant qu'on déchargeait la voiture, pas une seule voiture n'est passée. L'intérieur de la maison était sympa. Rien de luxueux, mais propre et clairement décoré sur le thème de la mer. Il y avait même une planche de surf décorative dans un coin, derrière la télé du salon. Cette pièce s'ouvrait sur une terrasse à l'arrière, avec une vue magnifique sur la plage. La terrasse n'était pas très haute. 2 marches suffisaient pour être déjà dans le sable. Chacun de nous a choisi sa chambre. Moi, j'ai réussi à en prendre une avec vue directe sur l'océan. Plus tard, nous sommes sortis dîner et faire un tour dans les bars du coin. Quand nous sommes rentrés, il faisait nuit. Un peu éméchés, nous sommes retournés sur la plage pour plaisanter et encore jouer au ballon. Alors que je courais après une passe ratée, quelque chose attira mon attention dans l'eau. La lumière de la lune qui se reflétait sur les vagues m'aida à le voir. Il y avait une personne, debout, avec de l'eau jusqu'à la taille dans l'océan. J'ai crié « C'est quoi ce bordel ?» Et mes amis se sont retournés pour regarder. Eux aussi l'ont vu. C'était un peu dérangeant, surtout qu'il était largement passé minuit. Pourtant, on s'est dit que c'était peut-être juste un habitant du coin qui prenait un bain de minuit. Finalement, on est remonté sur la terrasse pour boire quelques bières et commencer à se détendre pour la nuit. John et moi sommes restés dehors plus longtemps que les autres. De temps en temps, je jetais un œil vers l'endroit où nous avions vu cette personne dans l'eau. Puis, à un moment, j'ai regardé
et j'ai vu quelqu'un maintenant debout sur le rivage. Il faisait face à nous, immobile. Ça m'a donné la chair de poule. Un voisin peut-être? On ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était la même personne. On a essayé de l'ignorer, mais John, qui était assis juste en face, a fini par dire qu'il ne s'était jamais déplacé. Il nous fixait toujours. Je me suis levé pour regarder moi aussi. Il avait raison. J'ai crié « Tout va bien ?» John m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. À vrai dire, je ne savais même pas moi-même ce que j'attendais. La personne n'a pas répondu. À ce moment-là, pour nous, la situation était officiellement devenue flippante. On est rentré dans la maison. Travis et Liam étaient déjà dans leur chambre, sûrement assommés par l'alcool. John et moi avons pensé qu'il était temps d'aller dormir nous aussi pour être en forme le lendemain. Il devait être 00h30 ou 1h, pas le cœur de la nuit, mais on était épuisés. Après m'être brossé les dents, je suis allé dans ma chambre. Avant de me mettre au lit, j'ai regardé par la fenêtre pour jeter un dernier coup d'œil à l'océan. C'est là que le niveau d'angoisse a explosé. Cette fois, quelqu'un se tenait juste devant la terrasse arrière, tourné vers la maison. J'ai eu la nette impression qu'il regardait directement ma fenêtre. La silhouette semblait être celle d'un homme, corpulent, certainement la même personne que tout à l'heure. J'ai appelé John. Pas de réponse. Je me suis précipité dans sa chambre. J'ai frappé fort à la porte en criant qu'il devait sortir. John sortit rapidement de sa chambre et je l'emmenai à ma fenêtre. Mais à ce moment-là, la silhouette avait disparu. J'insistais sur le fait que, quelques instants plus tôt, cette même personne était restée complètement immobile, juste devant notre terrasse. Il me crut. Cependant, aucun de nous n'eut le courage de sortir pour aller vérifier. Je jetai un dernier coup d'œil pour m'assurer qu'il était vraiment parti, puis je tirai les rideaux. Mais même allongé dans mon lit, me tournant et me retournant en essayant de m'endormir, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que quelqu'un était encore là dehors. Qui était cette personne? Pourquoi rôdait-elle autour de notre maison? Mes pensées furent soudain interrompues par un bruit glaçant. Un coup frappé contre la fenêtre de la chambre. Je sentis mon estomac se nouer et tout mon corps se crisper. Je ne bougeais pas d'un pouce. Puis quelques secondes plus tard, une autre série de coups, cette fois plus légers. Je n'arrivais pas à trouver le courage de soulever les rideaux. Je ne pouvais tout simplement pas. J'étais à deux doigts de crier pour demander qui c'était. Mais je me retins. À la place, je courus hors de la chambre, en hurlant à tout le monde de se réveiller. Un à un, mes amis sortirent de leur chambre en titubant. Quand on se mit tous à regarder en direction de la fenêtre, il n'y avait personne. Nous sommes sortis sur la terrasse et avons allumé les lumières, scrutant la plage. Rien. Nous avons vérifié tout autour de la maison, devant et sur les côtés aussi, mais nous n'avons vu personne. John et moi avons tout expliqué aux autres, car pendant qu'ils dormaient, ils avaient manqué toute la scène. Cette nuit-là, nous avons laissé les lumières du patio allumées. Le lendemain, John et moi sommes allés rendre visite aux deux voisins les plus proches pour leur demander s'ils avaient vécu quelque chose d'étrange eux aussi, comme quelqu'un qui frappe en pleine nuit. L'un des voisins nous raconta une histoire vraiment troublante qui s'était produite la semaine précédente. Quelqu'un avait frappé à leur porte tard dans la nuit. Quand ils avaient demandé qui c'était, aucune réponse, seulement d'autres coups. Ils n'avaient donc pas ouvert la porte. Si c'était lié ou non, je ne peux pas le dire avec certitude. Mais si ça l'était, cela rend ce qui nous est arrivé encore plus inquiétant. Nous avons passé le reste de la journée à la plage, à explorer les villes voisines et à faire quelques arrêts dans des bars. Cette nuit-là, heureusement, fut calme. Le jour suivant, nous sommes partis. Encore aujourd'hui, je me demande ce que j'aurais vu si j'avais soulevé les rideaux. Quand j'avais 9 ans, il m'est arrivé une autre chose que je n'ai jamais oubliée. Pour une raison quelconque, ce soir-là, j'étais seul à la maison. J'étais à l'étage, dans ma chambre, en train de jouer aux jeux vidéo. Je n'avais jamais le droit d'ouvrir la porte quand j'étais seul. Mais en général, je ne restais jamais seul très longtemps, juste le temps que ma mère aille faire les courses ou quelques commissions. Ce soir-là, je jouais à Metroid Prime sur ma GameCube. J'étais obsédé par ce jeu. À un moment donné, le téléphone fixe du rez-de-chaussée s'est mis à sonner. Ma mère m'avait toujours dit de répondre quand j'étais seul, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Je suis descendu en courant et j'ai décroché au 4e appel. Le numéro de téléphone affiché était celui du portable de ma mère. Quand j'ai répondu, j'ai entendu sa voix dire « Chérie,
Tu peux venir m'aider à porter les courses? J'ai répondu « Maman ?» Et elle a dit « Oui ». Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Tu connais la voix de ta mère? Et même enfant, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai demandé « Pourquoi tu parles comme ça ?» Et elle a répondu « Comme quoi, mon chéri ?» Là, j'ai raccroché immédiatement. Ma mère n'utilisait jamais le mot « chéri » comme ça, et certainement pas 2 fois de suite. Le téléphone a sonné de nouveau. Son numéro s'est affiché encore une fois. Je n'ai pas répondu. Pour une raison que j'ignore, j'étais envahi par la terreur. J'étais nerveux, assis dans la cuisine, attendant de voir si le téléphone allait sonner encore. Après quelques minutes, il a sonné une 3e fois, mais cette fois, le numéro affiché était différent. J'ai répondu et une voix masculine a dit « Salut James, ça va te paraître bizarre, mais je suis ton père. Je suis dehors. » Tout ce que j'ai réussi à dire fut un faible « Quoi ?» L'homme a répété « Je suis dehors, j'ai plein de choses à te raconter. » Et c'est là que j'ai raccroché immédiatement. Mon père est mort quand j'avais 3 ans. Je n'ai pas de vrai souvenir de lui. Cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà depuis le début, que la voix qui se faisait passer pour ma mère n'était pas vraiment la sienne. Le téléphone a continué à sonner, encore et encore, mais je n'ai pas répondu. Je ne pouvais même pas appeler ma mère, puisqu'il était évident que quelqu'un d'autre avait son téléphone. Puis la situation a empiré, quelqu'un a commencé à frapper à la porte d'entrée. On est passé de « quelqu'un a le téléphone de ma mère » à « quelqu'un est juste devant la porte ». Ma mère n'aurait jamais frappé, elle avait les clés. Depuis la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil vers l'entrée. J'entendais la voix étouffée d'un homme qui m'appelait par mon prénom. Il répétait « Je suis ton père ». Puis j'ai entendu la sonnette retentir, suivie du bruit de quelqu'un essayant d'ouvrir la porte. J'ai fait quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le 911. L'opérateur m'a posé quelques questions standards, mais surtout, il m'a dit de me cacher dans une pièce avec une serrure et d'attendre l'arrivée de la police. Il y avait une salle de bain au rez-de-chaussée, alors j'y suis entré, j'ai éteint la lumière et j'ai verrouillé la porte. Assis là, dans le noir, j'ai entendu quelqu'un aux fenêtres, en train d'essayer de les forcer pour entrer. On entendait clairement les tentatives. Puis ils sont passés à une autre fenêtre. Je crois qu'ils ont essayé toutes les fenêtres et toutes les portes de la maison. Si une seule avait été laissée ouverte, les choses auraient pu se terminer très différemment. Finalement, ils ont dû abandonner avant que la police n'arrive. Et je dis « ils » parce qu'on aurait dit qu'il y avait plusieurs personnes, peut-être un homme et une femme. Je ne les ai jamais vus, donc je ne peux pas l'affirmer. Finalement, l'opérateur du 911 m'a dit que la police était à la porte et que je pouvais aller ouvrir. Je n'ai raccroché que lorsque j'ai vu les agents de mes propres yeux. Ils ont inspecté l'intérieur et l'extérieur de la maison, puis m'ont demandé où était ma mère et si je connaissais quelqu'un qui voudrait nous faire du mal. Je suis sûr d'avoir dit qu'elle était sortie faire des courses et que je ne connaissais personne capable d'une chose pareille. Quand ma mère est rentrée à la maison et a vu les voitures de police devant, elle a paniqué. Elle avait ma petite sœur avec elle. Son téléphone avait clairement été volé, comme on le soupçonnait déjà. J'imagine qu'il contenait les contacts, notre adresse et d'autres informations personnelles.